De la Tunisie, Dominique de Villepin, Hubert Védrine, deux anciens ministres des Affaires étrangères et un ancien Premier ministre pour Dominique de Villepin. Bien sûr, où va la Tunisie et puis la France qui est à la fois à la pointe théoriquement de la défense des droits de l'homme et qui a de si bons rapports avec un certain nombre de dictatures. Quel est le rôle de la France face aux deux anciens responsables de la diplomatie française, deux observateurs aussi, Alain Duhamel et Renaud Girard. Mais d'abord, évidemment, le retour sur ces interrogations, pour ne pas dire plus, à propos de la position et de la réaction ou de la non-réaction française. Thierry Curtet, Linda Saïdi. « 17 décembre, l'immolation d'un jeune vendeur de fruits et l'amorce d'un mouvement de manifestation qui couvait depuis des mois. La police va d'abord procéder à une vague d'arrestations, puis déborder, tire sur la foule. Le 10 janvier, Ben Ali dénonce des manifestants terroristes. Alors que le gouvernement français est silencieux depuis 24 jours, Bruno Le Maire est le premier des ministres à réagir. Le président Ben Ali est quelqu'un qui est souvent mal jugé, qui a fait beaucoup de choses. Alors on peut critiquer après certains aspects, toujours vigilant sur les droits de l'homme, mais c'est un pays qui a connu de vraies difficultés. Avant de juger un gouvernement étranger, mieux vaut bien connaître la situation sur le terrain. Le même jour, à l'Assemblée nationale, la ministre des Affaires étrangères entend proposer à Tunis une assistance au maintien de l'ordre. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Il faudra que la répression s'intensifie et fasse des dizaines de morts pour qu'enfin, le 13 janvier, le Premier ministre en appelle à la retenue, mais sans rien condamner. Nous appelons instamment l'ensemble des partis à faire preuve de retenue, à choisir la voie du dialogue. On ne peut pas continuer dans cette utilisation disproportionnée de la violence. Le lendemain, Ben Ali quitte la Tunisie. L'Élysée réagit par un simple communiqué. La France prend acte du départ du président tunisien. Du bout des lèvres, le ministre de la Défense commence alors un mea culpa. Ceci nous a conduit, et pas simplement les Français, à sous-estimer l'exaspération du peuple tunisien face à un régime policier et à une répression sévère. Pour l'opposition, le gouvernement est passé totalement au travers de la crise tunisienne. Michel Alliot-Marie doit partir. Je dis simplement que Mme Alliot-Marie devrait elle-même tirer les conséquences d'une faute aussi grave. D'une faute aussi grave qui nous fait perdre de la crédibilité, pas seulement en Tunisie. Par la bouche du Premier ministre, la France propose désormais son aide pour organiser les prochaines élections. Voilà, merci d'être avec nous pour parler, j'allais dire, de l'onde de choc aussi de la Tunisie, et encore une fois, de la diplomatie française, de son influence aujourd'hui, et de cette espèce de perpétuelle contradiction, opposition qu'il y a entre un souci de défense des droits de l'homme et une complaisance, disent certains et beaucoup d'observateurs, à l'égard d'un certain nombre de dictatures jusqu'au bout. Est-ce que c'est le cas, Dominique de Villepin? François Fillon disait l'autre jour à l'Assemblée que finalement l'histoire avance plus vite que la diplomatie. La formule est intéressante parce que je pense que justement c'est bien la responsabilité de la diplomatie que de façonner l'histoire. Si la diplomatie n'est pas aux avant-postes, si elle n'a pas pour vocation d'ouvrir des chemins, alors elle ne joue pas son rôle. Et c'est bien là l'opposition que l'on peut faire entre une diplomatie de position, c'est un des aspects du travail diplomatique, faire des communiqués. Alors régulièrement, la diplomatie déplore, elle regrette, elle souligne, elle espère, mais c'est une toute petite partie de la diplomatie. La diplomatie, elle a aussi pour mission que d'ouvrir des chemins, comme je le disais, et donc de rendre possible, de permettre à un certain nombre de potentialités d'advenir. Elle l'a vu passer, elle n'a pas compris qu'il y avait l'histoire qui se déroulait, qu'il se passait quelque chose d'extrêmement intéressant et important en Tunisie. Je pense qu'elle a été en partie tétanisée. Elle a manqué d'outils, de leviers, elle a manqué d'appui. Et c'est là où l'on voit à quel point il faut préparer ce type d'échéance, avoir des contacts, des interlocuteurs, bâtir des éléments alternatifs. Tout ceci se prépare et en l'occurrence cela a manqué à l'évidence. Mais je crois qu'il serait injuste de faire le seul procès du gouvernement actuel. C'est une politique qui a duré pendant des décennies
et qui... Vous regrettez quand même, vous avez été aux côtés de Jacques Chirac, on a entendu Jacques Chirac parler... J'ai regretté la complaisance, les choses se sont accentuées avec les années, et l'aspect policier et répressif du régime tunisien n'a fait que s'accroître. L'accaparement par un clan, une famille sur les richesses de la Tunisie s'est accru avec le temps, mais ce qui est vrai, c'est que la vision, la priorité donnée à la stabilité, la peur de l'islamisme, la comparaison avec un certain nombre de situations autres au Moyen-Orient, le mauvais exemple donné par les Américains qui ont cherché à imposer la démocratie par la force en Irak, tout cela a retardé une prise de conscience et ça doit nous conduire à en tirer toutes les leçons aujourd'hui. On a eu une diplomatie immobile. On a été des observateurs, alors que tout le monde savait. Je veux dire, les hommes d'affaires français qui travaillent en Tunisie, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de grandes enseignes en France. Ils savaient très bien que c'était complètement corrompu et qu'il fallait partager avec une partie de la famille à chaque fois qu'ils voulaient faire un investissement. Et les militaires français qui étaient sur place, eux, avaient vu ce qui allait se passer. D'ailleurs, ils l'ont dit. Mais comme c'était les militaires, on les a pas crus. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il fallait renverser Ben Ali. Je ne dis pas ça. Vous dites quoi, alors ? D'abord, je ferai remarquer que c'est plutôt au gouvernement de dire les choses. Il est important de noter, parce que c'est une des grandes clés d'explication de l'impuissance des chancelleries occidentales, il est important de noter que nous sommes devant des situations que nous n'avons pas connues dans le passé. La diplomatie, elle se nourrit d'exemples. Or, l'idée d'une révolution démocratique, populaire dans le monde arabe, c'est une nouveauté. Et nous sommes instruits d'un certain nombre de précédents qui nous font réfléchir. Le processus de démocratisation qui s'était engagé en Algérie et qui a conduit à un fort regain de l'islamisme, l'évolution de la révolution iranienne qui elle-même s'est traduite par un risque majeur au sein du Moyen-Orient. Donc nous sommes là devant une donnée nouvelle, alors même que tout le monde pensait, et en grande partie un certain nombre d'experts, que c'était impensable. L'idée de différentialisme, l'idée que la culture du monde arabe, l'idée que cette civilisation si particulière n'était pas susceptible d'enfanter la démocratie. Là, nous avons un espoir qui naît, et nous devons donc le conforter. Moi, ce qui me surprend, c'est la très grande lenteur de la communauté internationale à se mobiliser pour proposer, non pas de se substituer au peuple tunisien qui fait très bien ce qu'il a à faire, mais pour accompagner, pour offrir des leviers. Et c'est sans doute là que nous avons une des grandes clés de la diplomatie. Ce que nous aurions pu faire avant, c'est d'identifier des leviers qui nous permettent d'agir plus efficacement. Un exemple, les relations d'État à État, la France reconnaît des États, ne reconnaît pas des régimes, des gouvernements. Or, nous aurions pu développer... Le général de Gaulle, c'est ça ? Oui, mais c'est la clé de la pratique diplomatique française. Or, nous aurions pu... française d'ailleurs. Mondial. Oui. Nous aurions pu... diplomatie révolutionnaire. Nous aurions pu nouer des relations plus diverses et plus en profondeur avec la société tunisienne. Or, ce tête-à-tête dans lequel nous nous enfermons avec des dirigeants, quand ils sont bons, c'est très bien, quand ils sont mauvais, c'est plus dangereux, fait que nous sommes coupés d'une partie des réalités. Et c'est en cela que la France-Afrique, au sens large, notre relation avec les pays africains, ne prend pas en compte la jeunesse de ces pays, ne prend pas en compte la montée des intellectuels, ne prend pas en compte la diversité sociale. Donc nous avons à faire un travail pour avoir des racines beaucoup plus fortes et donc des points d'appui beaucoup plus forts vis-à-vis de ces communautés, de ces sociétés. Par exemple, ça serait bien que les ambassades de France reçoivent instruction partout à partir de maintenant d'être en contact systématiquement avec toutes les forces politiques, même si ça déplaît affreusement au régime en place. Ça a été fait plus souvent qu'on ne le dit, mais pas complètement, souvent de façon trop discrète et avec beaucoup de gêne et de crainte. On peut systématiser ça. Après, il faut se demander... Avec Hubert Védrine, il faut le reconnaître, des risques majeurs. Nous avons vu assez souvent des ambassadeurs renvoyés à la demande des chefs d'État de leur pays parce que ces ambassadeurs avaient des contacts avec les oppositions et déplaisaient. Mais ça, le gouvernement de gauche et de droite l'ont fait. Hein. Oui, c'est pour ça que ce sont des exercices extrêmement difficiles, il faut le dire, d'application difficile. On peut profiter de ce moment pour aller plus loin. Mais En France, on a toujours dit les droits de l'homme, c'est notre chose. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Et on s'aperçoit quand même à chaque fois que la France s'accommode assez bien, parce qu'au nom de... On discute avec des chefs d'État, finalement les droits de l'homme passent toujours après. Et au bout du compte, est-ce qu'un jour il ne faut pas faire preuve de lucidité et dire c'est fini, on est dans la réelle politique, on défend nos intérêts comme d'autres, les droits de l'homme c'est bien, mais finalement c'est Obama qui en parle le mieux aujourd'hui. Peut-être qu'il
faut lui reprocher de recevoir le dictateur chinois. Non, mais quand il fait une phrase et que ça oblige pour la première fois... révolter dans 15 jours. Non, mais quand il dit à Hu Jintao, finalement, il oblige à dire qu'effectivement, il y a des progrès à faire, il n'oublie pas les droits de l'homme. Donc qu'est-ce que c'est le bon quand même, non, pas mal. Non, les droits de l'homme, il faut arrêter de dire que la France, c'est les droits de l'homme et en faire des tonnes sur ce sujet. Évidemment pas les passer par pertes et profits. Il n'y a aucune politique réaliste aujourd'hui qui puisse faire l'impasse sur les droits de l'homme. Par contre, c'est mensonger de dire que les droits de l'homme vont être notre seule politique ou au centre de notre politique. Ça serait un arbitrage entre différentes choses. Et c'est prétentieux de dire France, patrie des droits de l'homme. Après tout, historiquement, l'Angleterre a fait des choses avant, on n'est pas les seuls. Et de toute façon, on n'a aucune baguette magique pour transformer la Chine en un gros Danemark, ni pour changer la situation au Birmanie, au Zimbabwe. Donc soyons plus modestes, mais faisons pas l'impasse. Donc ça veut dire que dans chaque cas, il faut faire preuve d'astuce et d'ingénierie démocratique pour comprendre comment, avec les leviers qu'on a, on peut faire progresser l'état de droit. Justement, droit de l'homme. Je suis pour une synthèse, voilà. Je pense qu'il y a une erreur qui est faite autour de la notion des droits de l'homme et qui conduit à une impasse. On fait des droits de l'homme une politique en soi. Les droits de l'homme, c'est un élément du message de la France, un élément d'une politique. Mais la meilleure façon de défendre les droits de l'homme, c'est de le faire à travers des propositions, une diplomatie en action et capable de marquer des points. Je prends un exemple. Défendre et proposer une solution à des crises ouvertes, des crises humanitaires, la crise rwandaise, une situation de guerre civile, la Côte d'Ivoire, c'est défendre une certaine idée du monde, une certaine idée humaniste de la société internationale, et c'est donc illustrer la vocation qui est la nôtre. Défendre le principe de justice, défendre la recherche de la paix, défendre le dialogue entre les sociétés et les civilisations. Donc l'idée que tout à coup, on oublie tout, on oublie nos intérêts, on oublie nos principes et on défend les droits de l'homme, effectivement, suscite un urticaire extrêmement profond chez les dirigeants à qui nous nous adressons, parce qu'à un moment donné, ils ont le sentiment qu'on les utilise à des fins médiatiques pour faire leur procès. Et donc, souvent, c'est un élément d'exploitation politique. Et si l'on veut être efficace, il faut avoir une diversité, une gamme de moyens. Les Allemands le font relativement bien. Il faut être capable, dans certains cas, de le faire en tête-à-tête, si l'on sait que ça permet d'aboutir et de débloquer des situations individuelles. Mais la meilleure façon, c'est non pas d'avoir un intermède droit de l'homme, c'est que toute notre diplomatie soit nourrie par cette obsession qui est celle de défendre nos principes de paix, de justice, d'un nouvel ordre international. Alors, je crois que c'est davantage ça qui constitue l'essentiel du message de la France, que de se faire donner bonne conscience en ne choisissant pas le moment et les circonstances qui nous permettent d'être efficaces sur cette politique. Alain va intervenir parce qu'il est agacé, mais je voudrais qu'on écoute Ramayad. Elle était secrétaire d'État aux droits de l'homme. Oui, on se souvient d'un certain voyage en Tunisie. Et elle nous dit comment elle aurait réagi aujourd'hui si elle avait été encore en charge de ce secrétariat d'État. C'était pas facile, hein. C'était dans une certaine solitude, ce qui développait chez moi le sentiment d'être un peu assiégé, d'être un peu en terrain miné toujours. Des fois, ça m'empêchait de dormir. Vous savez, si on est ministre des routes, qu'on construise les routes ou pas, ça vous empêche pas de dormir. Mais aux droits de l'homme, c'est la vie humaine des hommes et des femmes qui est en jeu. Donc à partir de là, ça éveille quelque chose en permanence dans votre conscience. Donc de ce fait, oui, j'aurais pas pu m'empêcher de dire des choses, j'en suis sûre, telles que je me connais, et ça aurait été difficile, mais je crois qu'il aurait été de mon devoir de le faire parce que j'ai été nommée pour ça et parce que j'étais emplie de cette conviction-là, oui. On risque de se faire encore engueuler, si j'ose dire. Oui, mais bon, c'est pas grave, parce que comment regretter aujourd'hui, par exemple, d'avoir rencontré et d'avoir dialogué, même dans des conditions difficiles, avec des Mokhtar Trifi ou des Khadija Cherif? Comment le regretter? Vous imaginez, si on avait su ce qui allait se passer aujourd'hui, on n'aurait pas vécu les choses de la même manière, et moi non plus. Mais l'histoire montre que c'est important. Les droits de l'homme, c'est pas que des mots, c'est pas que des postures, c'est pas une mode. C'est un mouvement, c'est un moteur libérateur pour les peuples. C'est du sérieux. Oui, Hubert Védrine. Moi, je voudrais dire que ce qui est en cause, ce ne sont pas les droits de l'homme en soi, ni la démocratie, qui de toute façon vont progresser, s'imposer petit à petit partout. Partout, à un rythme qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, chez nous, ça ne s'est pas passé parce qu'une ONG de Martiens est venue nous le dire. C'est la dynamique interne de l'histoire française et de la société française, comme partout en Europe. Donc ce qui est en cause, c'est le prosélytisme occidental. C'est l'idée que l'Occident, depuis son Olympe, décidait de tout. Et à cet égard, les droits de l'homme sont comme les nationalistes américains. Ils pensent que c'est l'Occident qui continue de décider de tout. Ce n'est plus vrai.
Ce n'est plus vrai. Sinon, je le répète, il y a longtemps que la Chine serait une espèce d'énorme Danemark, compte tenu de tout ce qu'on dit. Donc il faut trouver une approche qui soit moins bavarde, moins prétentieuse, moins posture, qui soit moins faite pour se faire plaisir entre nous, se faire applaudir chez nous, qui soit plus utile, plus à l'écoute de ce que demandent les pays en question, les militants des pays en question, qui soit animé par l'éthique de responsabilité, de ne pas encourager les gens à se révolter n'importe comment si après ils se font massacrer et on sait qu'on sera incapable d'y aller, comme ça a été fait par les États-Unis dans plusieurs révoltes historiques au XXe siècle. Donc, et après, c'est une politique continue, qui fait partie de toute politique étrangère digne de ce nom, mais qui n'est pas une politique à part. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dominique de Villepin là-dessus, qui est un élément constant et en agit au mieux. Ce qui est très important. On aide à construire l'état de droit. L'état de droit. Et il peut y avoir des demandes de coopération sur la justice, sur des tas de choses, si ces pays le demandent. Il faut arrêter de plaquer, etc. C'est la fin, effectivement, on leur dit, voilà, la démocratie chez nous, c'est comme ça, et donc la démocratie, c'est comme ça chez vous. C'est la fin du prosélytisme simplé, avec des gros sabots qui ne marchent pas bien. Occidental. Oui, mais ce n'est pas la fin de la démocratie, au contraire. Au contraire. Non, mais peut-être ce qu'on n'a pas encore dit, c'est quand même un des facteurs qui a beaucoup joué aussi dans ce qui s'est passé en Tunisie, c'est le degré d'instruction des Tunisiens par rapport à d'autres peuples. Le fait qu'il y ait un tiers d'une classe d'âge aujourd'hui qui soit à l'université en Tunisie, ce n'est pas quelque chose de banal. Et il y a probablement un lien de causalité. Vous êtes d'accord sur le point, les droits de l'homme, c'est une partie d'un ensemble de diplomatie. Il faut arrêter d'en faire quelque chose d'emblématique et de... Comment vous avez un peu... C'est une partie d'un ensemble, mais qui doit être constamment une préoccupation et une question que se pose la diplomatie française. Ce qui n'est pas acceptable pour les Français d'une manière générale et pour moi non plus sur le plan diplomatique. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de s'installer dans le confort de certitude et de justifier l'inacceptable. La France, c'est le pays qui doit se poser les questions. Et ce que nous aimons dans le rôle de notre pays, c'est sa capacité à toujours être en pointe dans le renouvellement de ces questions, dans cette inquiétude, dans le travail de conscience que nous faisons par rapport au monde. Donc nous n'avons pas à être content, satisfait, mais au contraire à accompagner un mouvement qui doit aller vers un ordre meilleur. Là, on pourrait imaginer une stratégie française, européenne de disponibilité et d'accompagnement amical, s'ils le demandent, je répète, sans arrêt. Et là, il peut y avoir une sorte d'échange intelligent. Sur ce que j'appelais tout à l'heure l'ingénierie démocratique, c'est un mot qu'emploient certains professeurs de droit constitutionnel. Il y a des choses à transmettre. Si on le fait de façon non prétentieuse, non paternaliste, pas arrogante. Hu Jintao, il a dit un truc extraordinaire à Washington. Il a dit « nous avons à apprendre des autres ». Oui. À mon avis, c'est la première fois qu'un empereur de Chine, depuis qu'il y a la Chine, dit ça. Hein, donc si le maître de la Chine d'aujourd'hui dit ça, oui, il est très sûr de lui. Il faut quand même, compte tenu de l'expérience tunisienne, que de temps en temps, on soit un peu plus sévère avec un certain nombre de dirigeants en place, où on continue à dire « formidable, je ne citerai pas de nom, très bien, il faut compter sur lui ». C'est formidable en réalité, on monte en épingle des déclarations isolées souvent. Mais moi j'ai vu des déclarations de parlementaires européens. Dire, ce n'est pas formidable. Ce n'est pas formidable. Ouais. Bon, mais il ne faut pas non plus faire ça pour se faire plaisir, il faut que ce soit utile. Si c'est utile, oui, très bien. Si c'est pour se faire plaisir, pas forcément. Moi j'ai vu des déclarations de parlementaires européens, vous avez peut-être vu, sur la Tunisie, où brusquement ils sont très exigeants. Oui. Alors, franchement, en disant il faut absolument que les élections soient comme ci, comme ça, la Constitution, enfin, c'est quand même pénible, ça, c'est pas la chose à dire. Après, il faut adopter une stratégie d'accompagnement. Ce que Mitterrand avait dit à la Baule, c'est pas parce que c'est Mitterrand, d'autres ont pu le dire, mais au fond, à la Baule, il y a longtemps, quand l'URSS s'était effondrée, il avait dit à nos partenaires africains, on laissera tomber personne parce qu'on a une responsabilité historique, mais on va vraiment aider plus et mieux et avec plus de plaisir ceux qui vont aller à leur façon vers la démocratie. C'est quelque chose qu'on pourrait dire si les Européens inventaient l'équivalent de ce qu'était le discours du Caire d'Obama, par exemple. Il y a des choses à faire, mais toujours quand même en finesse, quand même. Finesse, c'est pas une diplomatie française, ça doit être maintenant une diplomatie européenne. Non, j'ai pas dit ça. Non, je pose la question. Notre diplomatie nationale a une immense responsabilité et elle doit être en initiative. Elle est un élément d'entraînement des positions européennes. Mais elle doit être en pointe. Nous ne devons pas être à la remorque de la diplomatie européenne. Et d'ailleurs, nous voyons bien que cette diplomatie européenne, elle est entièrement inventée. Elle n'existe pas. Dans cette phase actuelle, il faut le faire tout de suite. Ça. Mais c'est notre responsabilité. Oui, et ça fait partie des interrogations et des questions qu'une diplomatie doit se poser. Elle doit être en permanence à s'interroger et elle doit être en mouvement. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est une diplomatie à la traîne, somnolente et qui, dans le fond, vit dans le confort des chancelleries et dans des habitudes acquises. Il faudrait être à l'écoute de toutes les forces. À l'écoute de toutes les forces.
est soucieuse en permanence de proposer, de faire avancer des idées qui permettent de dénouer les tensions internationales, régionales. Regardez vis-à-vis du Maghreb, nous nous intéressons à chacun des États, nous avons des relations bilatérales. Le Maghreb en tant que tel n'est pensé par personne, alors même que le Maghreb, les pays du Maghreb font entre eux environ 1,5% de leurs relations économiques. Il y a un manque à gagner interrégional environ de 30 milliards d'euros par an. Oui, tout simplement parce que les relations économiques entre ces États n'existent pas. Le Maghreb uni à leur place. Il y avait l'Union de la Méditerranée, non ? C'est vrai que la France pourrait être... Non, mais la France pourrait être davantage en initiative. Il y a un conflit, le Sahara occidental, qui bloque les relations entre les différents États. Est-ce que la France n'a pas là aussi des responsabilités ? Est-ce qu'il faut s'en remettre aux Américains pour être le conciliateur ? Avec l'expédition pour récupérer les infirmières bulgares au nom des droits de l'homme, etc. Tout ça a existé. Tout ça est maintenant complètement banalisé, évidemment. Et c'est banalisé, mais c'est pas une renonciation à ce à quoi on croit. C'est tout simplement la prise en compte qui est absolument inévitable, qu'il y a un certain nombre de facteurs, que les droits de l'homme en sont un, et qu'il y en a d'autres. Et qu'on est comme tout le monde, que tout n'est pas parfait en Égypte, tout n'est pas admirable au Maroc, mais que les choses étant ce qu'elles sont, finalement, sont des régimes stables avec lesquels on peut travailler. Et que dans ces cas-là, quand c'est des gens avec qui on a des liens anciens, des liens relativement faciles ou expérimentés, en tout cas privilégiés, et qu'on a l'impression qu'on peut travailler avec eux, on continue. Je veux dire, on ne cherche pas l'imagination pour faire quelque chose de différent. Oui.